2.2. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo de Nanatsu no Taizai. Alors, je dois dire que ce chapitre est juste excellent. Il est excellent, je veux dire, on n'a pas de combat en soi, mais bordel, qu'est-ce qu'il est bien. Bref, au début de ce chapitre, nous avons donc la venue donc de Gila et de Veronica. Oui, parce qu'en réalité, cette chevalière, non, une chevalière, c'est la blague. Donc on va dire ce chevalier sacré dissimulé sous le nom de Nika n'est autre que Veronica. Bon, en même temps, c'était assez prévisible déjà par le nom Nika, mais surtout parce qu'on avait vu déjà Gila entraîner justement Veronica dans les pages cover précédentes. Et là, on voit donc que celle-ci l'accompagnait donc là où se trouvaient normalement les décombres là où il y avait lieu le combat entre le seigneur Denzel et Dreyfus possédé donc par le démon Frodin. Alors un autre truc très intéressant, c'est qu'on a ramené donc dans ce petit passage, on a ramené donc le frère de Jericho qui s'appelait Gustave, bon on va l'appeler Gustave. Gustave, donc vous savez, le chevalier sacré qui maîtrisait donc la glace, hein. Et je trouvais ça plutôt pas mal parce qu'en soi c'est pas un personnage qu'on kiffait forcément, je veux dire les peu de fois on l'a vu c'était via Elbram, etc. et quand Jericho était en danger, donc en soi on n'avait pas vu plus que ça. Mais le fait est qu'ici on le voit donc prendre une place un peu plus importante dans le récit, hein, en tout cas du côté donc de la faction de Denzel, pardon, la faction de Denzel qui représente pour moi la faction, on va dire le camp des humains, parce qu'il y a la faction des démons, il y a la faction des Taizai et il y a la faction des humains. Bon, on va dire que dans les factions Taizai il y a aussi celle des géants, etc. Celle des fées qui rejoignent la même chose vu que c'est lié à King et à Diane. Donc ici ils sont en train d'établir une stratégie, donc établir un plan d'attaque en quelque sorte contre les 10 commandements, et on apprend justement ce qu'il en est. On apprend que donc plusieurs villes autour de Camelot sont tombées, et Camelot carrément elle-même est une ville qui est tombée. Je veux dire, c'est un royaume plutôt, ouais, voilà, le royaume de Camelot est tombé. Et il a juste fallu un perso pour le faire tomber, qui n'est autre justement que le frère de Meliodas. Et justement, on voit que le gars, il est tout seul, il était même pas accompagné d'Estarossa, le mec il est tout seul pour conquérir justement Camelot Zeldris, putain de merde, il n'a pas été accompagné par Estarossa, mais il est quand même arrivé. Bon, vous allez me dire, c'est vrai, d'accord. Quand on regarde par exemple ce que Galan pouvait déjà faire, à lui tout seul, il était largement capable d'exploser le Camelot tout seul, peut-être, allez, encore, on verra. Mais le fait est que Zeldris, même si on dit qu'il était tout seul, ça reste quand même impressionnant, vu qu'il a carrément assouvi un royaume qui était le deuxième plus puissant après Lyonès. Et bordel de merde, c'est bien stylé de voir justement assis sur le trône, justement le trône d'Arthur. Alors, qui va vaincre Zeldris? Serait-ce justement Arthur qui aurait réveillé son power-up ou pas par la suite? Ça on n'en sait rien, mais on verra. Bref, on en voit aussi du côté du côté de Moonpit, vous savez le membre des 10 commandements qui ressemble limite à un français. Mais, je sais, dis pas c'est la moustache ou quoi, mais c'est le nom quoi, qui s'écrit, on dirait un truc français, Moonspit, enfin Moonpit, voilà, le S se prononce pas je crois. Voilà, bon je dis ça maintenant, voilà. Qui est accompagné de l'autre meuf là dont j'ai oublié le nom et dont je m'en fous un peu pour l'instant. Donc comme quoi les autres justement commandements ne sont pas en train de glander, même si c'est vrai que pour revenir à Estarossa on ne sait pas du tout ce que lui fait, mais bon ça on verra, j'imagine ça, il est certainement en train de préparer un truc encore plus dingue, ou alors celui-ci est encore en train de se reposer peut-être, et j'imagine que justement Estarossa représente le commandement, genre le 10e, le commandement lié au fait que le 7e jour de la semaine, genre le dimanche, il va prier, enfin il doit se reposer ou un truc comme ça, je sais plus c'est quoi, prier son dieu, peut-être c'est ce truc là, je sais plus. Bref, donc on voit aussi du côté de Frodin, donc accompagné de Grey, je sais plus quoi, le membre des 10 commandements qui a les masques, les visages sur lui, qui représente selon moi le big boss des démons de la race grise, vu qu'il a la même gueule que le démon gris qu'avait essayé de posséder justement Hendrickson. Et on voit que Frodin est toujours touché donc par la technique qu'avait utilisé Denzel sur lui, qui était celle où en gros les âmes qu'il avait tuées justement revenaient. Et fait intéressant, c'est que justement il a remarqué que parmi toutes les âmes qui sont revenues, et donc il a tué lui-même, il n'y a pas l'âme du père de Gil Center, donc Zaratras. Et ça sous-entend un truc, c'est qu'il est encore en vie. Ah, c'est qu'il est encore en vie, c'est assez évident. Mais en fait je pense que selon moi, c'est l'indice qu'on nous donne, hein, genre il est encore en vie, mais je pense que c'est autre chose. Et je pense, enfin je vais vous préciser ça, je vais vous préciser ma pensée dans pas très longtemps. Bref, donc aussi par rapport donc à Denzel, donc il informe donc il informe Gila, etc. les autres et les autres chevaliers sacrés donc à cette réunion que justement il y a un traître parmi eux qui n'est autre justement que Gosser, donc le membre des Taizai qui représente la luxure. Gosser qui est donc en quelque sorte aussi un membre des 10 commandements. Est-ce que vraisemblablement Gosser est vraiment du côté des méchants? C'est vrai qu'il a une attitude qui le fait passer pour un bad guy, mais je pense surtout qu'en fait c'est un gentil, parce qu'en soi il a bien combattu par exemple Dreyfus, etc. C'est un gentil, mais c'est juste
parce qu'il n'a pas de cœur, parce que sa personnalité est telle ou telle comme ça, il est considéré comme un méchant. On pourrait le voir comme un méchant. Et je pense, pardon, excusez-moi pour la caméra qui bouge, mais l'auteur a bien fait parce que je pense qu'il a été, Gosser est construit comme un personnage qui justement n'est pas appréciable. Bizarrement, c'est le troisième des persos les plus kiffés du manga derrière King et Ban justement. Mais bon, soit. Mais le personnage a été fait d'une telle manière que je pense que ce retournement de situation où les gentils se retournent contre Gozer approche de plus en plus, sachant qu'en plus King ne l'aime pas tellement vu ce qu'il a fait à Diane. Diane pareil, voilà, il y a juste Merlin et Meliodas qui ont un sentiment un peu de rapprochement vis-à-vis de Gozer qui s'isole un peu des autres Taisai, contrairement à Escanor où visiblement même, enfin je veux dire, personne le déteste quoi, au contraire, même alors qu'il a une attitude justement qui peut le rendre détestable, le fait qu'il se la pète beaucoup, le fait qu'il est ouais je suis, voilà bon il représente pas le péché de la fierté pour rien c'est sûr, mais il y avait de quoi aussi, il y a de quoi le détester même. En soi c'est vrai qu'il est super puissant le mec et ça c'est la vérité mais il le dit c'est vrai. Donc ça franchement un personnage qui sera un ennemi plus tard pourquoi pas. Allez c'est vrai que on l'a déjà vu combattre quelques Taizai, hein, on a vu combattre Diane, bon il y a eu un petit échange aussi vite fait vis-à-vis de King, bon pendant un instant c'est sûr, mais je veux dire par là que c'est pas non plus le genre de Taizai qui pour moi représente la bonté, la gentillesse mais qui représente le côté du bien comme pourrait le faire Meliodas par exemple ou même Diane, vous voyez. Bref donc je pense que c'est bien qu'on va vers cette direction là parce que ça rajoute encore quelques conflits entre les Taizai et puis l'auteur justement a l'habitude de faire combattre les Taizai quelquefois entre eux, hein. King a bien affronté déjà Meliodas, il a affronté Ban lui-même a affronté Meliodas, il a affronté King de ce fait là, il a même voulu affronter Merlin dans le chapitre des vampires d'Edinburgh. Diane a bien combattu Meliodas, elle a combattu Gosser, voilà. Donc voir Escanor par exemple affronter d'autres Taizai, genre peut-être Meliodas et combattre Diane, pourquoi pas, allez, franchement ça peut être fun, hein. Donc voir les autres Taizai comme ça s'affronter par la suite, pourquoi pas, ça peut être vraiment drôle. Bien, et donc pour poursuivre donc avec le mystère de Gozer, il y a aussi le fait que est-ce que Merlin et Meliodas sont au courant tous les deux de ce passé comparé le passé de Gozer. Moi je pense que oui. Meliodas en tout cas je pense qu'il est au courant et s'il ne juge pas Gozer comme étant dangereux, je pense que c'est surtout parce qu'il est au courant qu'en soi Gozer a déjà payé le prix fort de la trahison des démons. Je pense qu'en fait effectivement c'était donc un des 10 commandements, mais qu'il a trahi son propre commandement qui fait qu'il n'a plus de cœur, plus de sentiments, etc. Vous voyez, je pense que c'est plus ou moins ça qui lui est arrivé. D'un côté ça permet donc à celui-ci de revenir du côté des gentils sans forcément trahir son côté méchant, mais voilà. Bon bref, Gila apprend la nouvelle et justement elle est toute troublée, hein, c'est un peu normal vu que la meuf était un peu une ex, hein, Gosser, mais bon en même temps voilà, elle était manipulée certes, mais je pense qu'il y a un fond de sentiment qui est resté en elle, j'imagine, hein, de la même manière que Diane, même si ses souvenirs ont été effacés, elle reste quand même encore en kiff sur King au plus profond d'elle. Bref, la stratégie donc les mouvements, enfin la stratégie donc des humains pour éliminer les 10 commandements est en marche. D'ailleurs, donc on apprend aussi que les membres des Pléiades du ciel azuré, putain déjà un nom à coucher dehors, donc ont tous survécu, hein, même justement Deldrey, donc la meuf, et me demandez pas pourquoi, mais je sais pas pourquoi j'aime bien cette meuf, Deldrey. Je sais pas pourquoi son design me plaît, alors qu'en soi il s'éloigne pas tellement d'autres personnages, mais je sais pas. Je sais pas, Nakaba il a souvent le talent pour dessiner des persos secondaires qui en soi sont pas apparus super longtemps, mais qui en soi je sais pas pourquoi je les retiens. Je les retiens plus que certains personnages secondaires de Fairy Tail, tu vois. Mais je sais pas, c'est un talent à Nakaba qui. Je sais pas comment me dire. Je sais pas, c'est un personnage féminin, je sais pas, je le retiens quoi, je le retiens. Me demandez pas, je sais pas si vous c'est le cas aussi, vous savez la meuf d'Eldrey, donc celle qui est allongée par terre, enfin par terre sur le lit là. Voilà, donc ils ont tous survécu, d'ailleurs ils ont survécu surtout grâce au pouvoir de Dagot, donc le mec qui s'est fait péter la gueule par Meliodas, vous savez après lorsque le roi a essayé de récompenser, enfin a voulu récompenser donc les Taizai en disant merci d'avoir sauvé le royaume d'Hendrickson, etc. Et il est intervenu, il s'est fait botter les fesses rapidement. Mais on voit qu'il a un pouvoir qui lui permet de se déplacer assez rapidement dans tel ou tel endroit, je crois que c'est ça. Et on a vu ce pouvoir justement à l'œuvre face à Meliodas, à un moment donné il s'était pris une pêche dans la gueule et à un moment donné il s'est retrouvé derrière Meliodas d'un coup comme si c'était rien pris. Donc je pense que c'est plus ou moins ce pouvoir là qui a été utilisé. Donc ils sont tous saufs et on apprend justement que même Denzel a un pouvoir, une technique secrète, une botte secrète encore qu'il garde, on ne sait pas c'est quoi mais franchement à l'aise parce que j'aime bien ce Denzel, il a la même gueule évidemment que le roi, mais putain de merde je sais pas pourquoi, même si enfin je sais Bartra il a le pouvoir de voir le futur et tout, mais Denzel il dégage un truc tu vois, je sais pas si c'est sa gueule de maître d'ancien maître Shaolin, tu vois, je le vois bien avoir la gueule d'un ancien maître des arts martiaux ou un maître d'armes, je sais pas, tu vois, qui maîtrise bien l'épée, je sais rien, et je sais pas pourquoi il a une gueule qui m'inspire beaucoup, tu vois, lui il faut pas rigoler avec lui, tu vois que c'est un homme sage, un homme juste et un homme qui en même temps peut être justement monstrueux comme il a été justement face à Aphrodite pour de bonnes raisons. En plus de ça, on apprend que Despirs donc a un espion, donc qui est une fée en porte-jartel, voilà, pourquoi pas, histoire que... Je pense que la fée en porte-jartel, je pense qu'elle a été introduite pour pour en gros, en quelque sorte, dire pardon aux fans de Gloxinia qui pensaient que c'était une loli avec des tentacules. vous voulez rire, mais je vous jure, dans les forums sur 4chan et même sur Tumblr, il y a des gens qui étaient là, putain, mais Gloxia, un mec, mais on aimait bien l'octololi, la loli octopus, là, on l'aimait bien, là, pourquoi tu l'as enlevé, on a foutu un mec, là, bordel. Alors que voilà, donc c'est tant pis pour eux, mais je pense que l'auteur là les a dit, pardon, c'est pas grave, allez, pour me faire pardonner, je vous fous une fée en porte-jartel. Enfin bref, donc une espèce que seul, justement,
Spears peut voir. Alors est-ce que c'est un truc vraiment incroyable ou pas? Je sais pas, par exemple King peut bien voir, est bien le seul à voir par exemple Elbram, qui est une fée, donc pourquoi pas des Spears. Putain, des Spears d'ailleurs, c'est dingue, mais des Spears, c'est vraiment le nom d'un méchant, alors que putain non, c'est un gentil. Bref, voilà, donc c'était tout du côté gentil. On revient donc du côté des autres gentils maintenant, puisque tout cela s'est produit en fait un peu avant le tournoi de Basel, puisqu'ils sont encore en plein jour, et là on est en plein soir. Donc on a le prochain combat donc qui s'annonce, qui est Gosser et Jericho contre Escanor et Hawk. Et justement en parlant de Gosser, on voit qu'à la fin du chapitre, celui-ci est bien déterminé justement à vaincre Escanor et Hawk pour justement que son souhait soit exaucé, c'est-à-dire obtenir un cœur. Et d'ailleurs je trouve qu'il a dit un truc bien badass. J'espère que si mon souhait est exaucé d'obtenir un cœur en vous tuant, je pourrais regretter de vous avoir tué après l'avoir obtenu. Tu vois, ça c'est vraiment cool quoi, je veux dire. Enfin, ça, me dis pas pourquoi, mais je trouve cette phrase bien stylée quoi. Bref, j'apprécie vraiment le talent de Nakaba de franchement faire des petites, enfin de montrer ce qui se passe à droite et à gauche sans forcément nous détacher trop de l'histoire, parce que ce début de chapitre aurait pu être considéré comme un temps mort et un truc qui casse le rythme, hein, comme si on avait un truc au milieu d'un combat. Heureusement on n'était pas en plein milieu d'un combat, mais surtout on ne s'éloigne pas justement de l'intrigue principale qui reste la bataille contre les démons. Et c'est bien tout ça, parce que ça permet justement à tous les personnages d'être liés et pas avoir tel ou tel truc par exemple, pas voir Denzel qui se ramène d'un coup à Basel et que ça a l'air trop hors sujet, tu vois. Que ça reste vraiment dans le même truc, et ça je trouve que ça permet donc un suivi de l'histoire plus simple. Je trouve là où par exemple dans Naruto vers la fin ils sont allés à droite, gauche, vraiment dans tous les sens je trouve. Là on reste vraiment dans une ligne fixe et c'est très bien comme ça. Bref, donc du coup Gosser est prêt à tuer Escanor et Hawk qui justement tous les deux sont en train de stresser, enfin sauf Hawk qui est là, c'est quoi cette merde qui approche. Et je pense que ce qui va se produire c'est que genre en fait Jericho va s'interposer et que les trois vont combattre justement Gosser. Il n'y a aucune règle, je pense, qui interdit par exemple à un membre de l'équipe de combattre, de tuer l'autre carrément. Je pense qu'il n'y a vraiment aucune règle pour ça, vu que de toute façon tu perds le tournoi si tu essaies de t'enfuir ou si tu es mort. Donc voilà. Donc les quatre vont combattre, mais bon ça sera peut-être du 3v1. Escanor ne va certainement pas passer en mode dieu, en god mode, parce qu'il est encore nuit, hein, donc je pense pas. A-t-il un pouvoir qui lui permettrait d'être utile même quand il est en version faible? Je pense pas, parce que peut-être il aurait utilisé quand il s'était fait transpercer la gueule par Gloxinia, et je rappelle encore une fois que si Gloxinia l'avait pas soigné, Escanor serait mort. Escanor serait mort. Donc comme quoi ils sont pas si invincibles que ça, hein. Je veux dire, il n'y a pas de truc comme ça incroyable. Putain, désolé pour les vibrations du truc, parce que je vous jure j'utilise un système dans cette chambre d'hôtel qui me permet d'avoir une caméra fixée un peu devant moi, histoire que vous voyez pas mes pieds. Et donc voilà, donc je pense qu'on se dirige donc à un combat 3v1. Voilà, donc je sais pas ce que vous en avez pensé personnellement de ce chapitre. Moi j'ai hâte de voir ça, qu'est-ce qui va se passer vis-à-vis de Gosser. Est-ce qu'on va se retrouver avec un Gosser qui effectivement malgré lui va se retrouver à rejoindre les démons ou quoi? Pourquoi pas, hein, des Taizai qui ont retrahi un peu les siens. On a déjà eu ça avec vite fait avec Ban, hein, pourquoi pas même King au début, même si allez il était en quelque sorte encore du côté des gentils secrètement, mais il a quand même bossé avec les chevaliers sacrés. Hein, donc ce sera pas le premier Taizai qui retourne un peu sa veste. Mais bon, Gosser, comme j'ai dit, c'est un personnage très gris. Il peut être gentil, comme on a l'impression qu'il peut être méchant. Et je pense qu'il y a juste un seul camp vis-à-vis de Gosser, c'est lui-même. C'est-à-dire il obéit au Taizai parce que voilà, c'est ça, il fait partie des Taizai, il a juré fidélité. Il respecte les règles, quoi. Il a juré fidélité au roi, il fait partie des Taizai, donc il aide les Taizai. Mais là, il est dans un tournoi qui est donc une sorte d'instance des règles, une norme qui va au-dessus du code des Taizai, parce que là, s'ils respectent pas le code, ils sont morts, ils sont tués. Donc il est obligé de les respecter quelque part. Et donc affronter ses adversaires, voilà, c'est une condition. Je veux dire, si Meliodas King devait affronter, je sais pas, Elisabeth Elisabeth et Elaine, ils auraient été donc que Meliodas et Ban ouais, affronter leurs deux meufs. Est-ce qu'ils auraient été obligés de les tuer? Bon, je pense que oui, mais ils l'auraient pas fait. Ils auraient préféré se faire tuer eux-mêmes que faire l'inverse, hein. Donc en même temps les deux ont perdu en quelque sorte leur ex il y a un moment donné. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais dire. Et donc pour en revenir maintenant à l'élément Zaratras, je pense que c'est une petite théorie à moi. Il est possible peut-être que le Gilfrost, vous savez celui qui a la même gueule que Gilsander et donc Zaratras, soit peut-être une réincarnation de Zaratras. Ce qui signifierait qu'en fait, quand on se réincarne, l'âme ne disparaît pas. L'âme ne disparaît pas, mais va se réincarner. C'est pour ça que quand Frodin, par exemple, a tué Zaratras, son âme n'est pas allé dans l'au-delà, et donc il s'est pas ramené pour essayer de tuer Frodin comme les autres âmes après la malédiction, en quelque sorte, de Denzel. Mais en fait, c'est réincarné dans un autre corps. Et c'est réincarné en qui? En Gilfrost, expliquant sa gueule qui se rapproche, de la même manière que Elisabeth a la même gueule que Lise. Bon, le seul souci, c'est la concordance au niveau de l'âge, parce que techniquement, ça signifierait que Gilfrost devrait être plus jeune que Gilsunter. Ce qui pourrait être possible, même si comme ça on regarde la gueule, on dirait pas. Mais il y a moyen que ce soit le cas. Ou alors Zaratras se cache parmi il y avait un guerrier qui était avec Shredder, je crois, ou je sais plus. Non, avec quelqu'un d'autre, enfin je sais plus, qui avait un casque, on voyait pas sa gueule, donc c'est peut-être lui. Mais c'est peut-être aussi Gilfrost. Ou alors c'est Zaratras qui encore on l'a pas encore vu, qui s'est remarié, il y a eu un autre gosse et nous a fait Gilfrost, je sais pas. Bah voilà. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Je pense que la réincarnation là, peut-être Gilfrost réincarnation de Zaratras, ça pourrait être possible si on expliquait le niveau de l'âge ou un truc comme ça. Ou alors même si Gilfrost est déjà né, que l'âme a accueilli que son corps a accueilli l'âme de Zaratras et il a grandi avec sa gueule qui a changé en
des Zaratras ou un truc dans le genre. Voilà, bon c'est juste ma théorie pour ce truc là. Donnez-moi votre appréciation donc concernant ce chapitre, moi j'ai trouvé excellent encore une fois, vraiment génial, j'apprécie vraiment les scans de Nakaba, même si en général il y a souvent des chapitres qui sont assez ennuyants on va dire, mais franchement là en général c'est quand ça parle de Diane seulement, mais pour le reste franchement c'est un truc de malade. Voilà, sur ce je vous laisse les gens, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain chapitre, dites-moi ce que vous en avez pensé, laissez un like et commentez éventuellement, donnez-moi vos idées, et à la semaine prochaine, ciao ciao.